Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sociaux pour une nouvelle vidéo essai. Alors aujourd'hui on voudrait réagir à la série de vidéos qu'a produit Grégoire Simpson sur le rappeur Jul, et notamment où il se posait notamment la question de savoir finalement pourquoi les bourgeois aimaient soudainement Jul après l'avoir autant méprisé. Et même si personnellement moi la vidéo elle m'a un peu déçu, on n'a pas envie aujourd'hui de faire une vidéo réponse ou une vidéo critique. On a plutôt envie en fait d'apporter un complément à sa vidéo en apportant des éléments nouveaux qui nous ont semblé pertinents pour répondre à cette question et à côté desquels peut-être qu'il était passé ou qu'il n'est pas simplement le temps d'aborder. Donc pour ça aujourd'hui on va faire assez court. On va se baser sur un extrait qui fait simplement une page d'un livre qui est assez connu chez les sociologues, mais qui n'est pas tout à fait facile d'accès. On va parler aujourd'hui du livre « Le savant et le populaire » de Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, publié en 1989. Si vous vous souvenez de notre dernier épisode sur Karl Marx, vous savez qu'on a parlé de la double contrainte qui avait pesé un peu sur son travail. On avait à la fois une sorte de contrainte externe, qui était la contrainte d'édition, vu qu'il devait faire publier son travail, qui avait une volonté scientifique dans des canaux normalement réservés à la presse ou au monde des revues, et en même temps une contrainte plutôt interne, une contrainte sur le contenu même de son texte, qui pesait sur la qualité de son travail, vu qu'il devait publier dans l'urgence son travail pour réagir encore à chaud à l'actualité politique. Et bien ici, pour faire simple, on est dans la situation exactement inverse. En fait, Claude Grignon et Jean-Claude Passeron sont à cette époque deux universitaires reconnus pour leur travail de sociologie. En fait, le livre, c'est la retranscription d'un séminaire qu'ils ont tenu en 1982, donc 7 ans avant la publication, qui portait sur la question de l'étude des cultures populaires. Donc un séminaire, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas ? En fait, c'est simplement c'est des professeurs qui vont présenter leurs résultats de recherche à d'autres professeurs, qui vont discuter avec eux, ça peut durer plusieurs semaines, avant de publier les résultats définitifs dans des revues spécialisées. Donc très différent de Marx, qui travaillait tout seul en quelques semaines à partir d'articles de presse pour publier son travail. Et même voilà, donc sur les questions d'édition, le livre il est publié au Seuil, qui est probablement l'une des maisons d'édition les plus prestigieuses dans la diffusion à un grand public des sciences humaines. Donc, comme on reviendra probablement à l'avenir sur ce texte, on va pas présenter tout le contexte intellectuel dans lequel il se place, même si c'est très intéressant, mais ça va être un peu long. Donc on va simplement situer l'extrait d'aujourd'hui. Le sujet, en fait, à ce moment-là dans la discussion, c'est le classisme, en fait, le racisme de classe dans la culture. Donc, en gros, depuis les analyses de Bourdieu, on a montré que les classes dominantes imposaient leur goût en matière de culture, ce qu'on appelle leur arbitraire culturel, au reste de la population, et donc notamment aux classes populaires, et ce, principalement avec le relais de l'école. Pour comprendre, et si on prend un exemple un peu caricatural, on va avoir, imaginons du côté des classes dominantes, des gens qui vont grandir en écoutant de la musique classique, et du côté des milieux populaires, des gens qui vont grandir en écoutant de Jul. Bien, le rôle de l'école, d'après Bourdieu, ça va être d'apprendre aux enfants de milieux populaires à respecter la musique classique, et donc, indirectement ou non, à mépriser Jul, à le rendre moins légitime. Ce qui fait que la culture des dominantes devient la culture dominante à l'échelle de la société. C'est-à-dire que c'est la culture qui est la plus légitime, c'est celle qui est la plus valorisée de toutes les cultures qui existent en fait de facto dans une société. Et donc en conséquence, en fait, on a en plus de la domination matérielle qui est le fait d'avoir plus d'argent des classes dominantes, il y a aussi une domination dans la culture, avec la culture bourgeoise légitimée, et de l'autre la culture
populaire qui est rendue indigne. Donc ici, la discussion dans le séminaire, elle part d'une remarque d'un intervenant, Patrick Parmentier, qui se demande si justement, est-ce que on peut vraiment réduire cette domination culturelle à un simple mépris, à un simple racisme de classe? Est-ce que finalement il n'y a pas de possibilité que cette relation soit plus riche que cela? Je le cite. Peut-on réduire le discours des dominants sur les dominés au mépris de l'autre et à la certitude de leurs propres valeurs universelles, donc des bourgeois? Il y a quand même des dominants qui disent qu'il y a des choses pas mal dans les cultures populaires, des choses qu'on n'a pas. Il y a des cas où la culture dominante s'est réellement enrichie en allant emprunter des traits aux cultures populaires. Le discours des dominants exprime aussi parfois la quasi-envie, la quasi-jalousie et même l'admiration déclarée. Donc voilà, l'idée dans sa question, c'est de dire que les bourgeois ont aussi conscience de la valeur de la culture populaire et qu'ils pourraient aussi être déçus de ne pas y avoir accès. Pour reprendre notre exemple, qui est à nouveau très simplificateur, il faudrait imaginer un enfant qui grandit dans la musique classique et qui se dit « Ah, finalement, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir écouter Jul, mais je connais pas trop, voilà, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, c'est Jean-Claude Passeron qui se charge ensuite de la réponse. Je cite à nouveau. « Ce qui intéresse la description sociologique, c'est la disposition générale que manifestent des groupes dominants lorsqu'ils s'alimentent en tant que producteurs ou que consommateurs à des cultures populaires. C'est le propre des dominants que de désirer avoir en même temps le même et l'autre, comme les enfants, disait Platon, et de disposer des moyens de ce caprice. Lorsque les dominants s'aperçoivent dans leur vagabondage qu'ayant tout ce qui compte, ce qui leur échappe, ce n'est pas rien, la captation va de soi. Elle n'est à leurs yeux ni vol, ni récupération, ni même enrichissement, ils ne font que reprendre ce qui leur appartient de droit. » Donc, on voit dans la première partie de la réponse, voilà, que déjà, ce qui compte en sociologie, c'est pas le vécu de telle ou telle personne qui serait admirateur de la culture populaire, mais en fait, ce qui compte, c'est le cas vraiment général à l'échelle de la société, quoi. Voilà. Et ensuite, cette captation dont il parle Jean-Claude Passeron, moi je trouve qu'elle se voit assez bien dans l'exemple de la chanteuse à The Voice que citait Grégoire Simpson. Quand la chanteuse, elle reprend Jul, mais version chant, accompagnement, piano, on voit bien qu'elle se pose pas particulièrement de questions sur ce qu'elle fait. En fait, elle se sent légitime. Pour elle, il n'y a pas de question qui se pose à faire ça. Il n'y a pas de problème à reprendre des tubes qui marchent, même si ce n'est pas sa culture. Il n'y a ni admiration, ni récupération, ni vol, etc. Ça lui appartient, en fait, de droit. C'est comme ça qu'elle le vit. Et plus profondément, Passeron nous dit, le rapport de domination symbolique, c'est-à-dire la domination dans la culture, n'est jamais symétrique. C'est toujours l'appauvrir que de le traiter comme un simple rapport de différence. Une culture dominante ne se définit pas par rapport à ce à quoi elle renonce, alors que les dominés ont toujours affaire avec ce que les dominants leur refusent. Et c'est ça qui est important à comprendre, en fait. C'est que la culture, en fait, des milieux populaires, en fait, elle part déjà perdante dans le rapport de force avec les classes dominantes. Ça se voit, par exemple, déjà très bien dans les moyens matériels à disposition pour produire de la musique. C'est un exemple très connu, mais Jul a enregistré ses premiers albums dans son jardin, dans une cabane qu'il avait réussi à isoler. Enfin, les moyens sont bien moindres, et il y a beaucoup plus de bricolage, en fait, quand on veut se mettre à produire de la culture. Et c'est très différent, par exemple, des Daft Punk, qui venaient de la bourgeoisie versaillaise, et qui, quand ils ont voulu commencer à faire de la musique électro, ils ont pu acheter tout le matériel nécessaire, qui était très cher, surtout à l'époque, pour se lancer. C'est très différent, en fait, dans ce rapport, déjà, dans les moyens matériels de produire de la musique. Et il faut aussi, bien sûr, comme le fait beaucoup Bourdieu, parler de l'accès à la culture qui est très inégale selon le milieu social d'origine, selon que nos parents sont déjà dans le milieu de la culture, qui peuvent nous donner accès à des choses ou pas forcément. Et même enfin, la musique en elle-même qui est produite n'est pas légitimée à la même enseigne. La musique de Jul a été largement méprisée dans les médias sans jamais que ça pose vraiment question. Et on n'aurait jamais pu imaginer ça, par exemple, pour un chanteur d'opéra, quoi, une telle haine aussi massive. Et donc tout ça,
tous ces rapports de domination qui entourent la culture populaire et qui déterminent ces rapports avec la culture plus bourgeoise, tout ça, on ne peut pas en faire abstraction, en fait. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Or, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que précisément faire comme si ça n'existait pas, et donc faire comme si c'était simple échange culturel, alors que profondément il y a une captation de la culture d'autrui, et ça c'est le propre des bourgeois. Dernière citation passeron. L'asymétrie des échanges symboliques ne se voit jamais autant que dans le privilège de symétrie dont disposent les dominants. Voilà, c'est ça. Donc, eux, les dominants, ont le droit d'oublier la domination et de faire comme si c'était de purs échanges entre égaux dans la culture. Qui peuvent à la fois puiser dans l'indignité culturelle des pratiques dominées, le sentiment de leur propre dignité, donc comme les cultures populaires sont méprisées, ils sont valorisés dans leur culture bourgeoise dominante, et dignifiés en daignant les emprunter les pratiques indignes. Comme eux sont dominants, ils peuvent récupérer des choses dans la culture populaire et dire « Ah, mais en fait, ça, c'est très bien. » Voilà, ils vont faire ça. Et donc, fin de citation, redoublant ainsi, par l'exercice de pouvoir de réhabilitation, la certitude de leur légitimité. Comme ils arrivent à prendre quelque chose et à faire accepter à tout le monde que d'un coup c'est bien, alors qu'avant ils le méprisaient, ils montrent qu'ils détiennent d'autant plus de légitimité culturelle, détiennent d'autant plus d'arbitraire culturel, parce qu'ils sont capables d'inverser complètement le jugement qu'on avait sur une œuvre d'art. Pour dire les choses plus crûment, il n'y a pas lieu de décrire comme regard fasciné par la valeur ou la beauté de la culture populaire, ce qui n'est jamais chez les dominants que l'exercice d'un droit de cuissage symbolique. Donc voilà, la dernière image, elle est très forte, elle est très parlante, et je crois qu'elle résume vraiment tout le propos du rapport des bourgeois, du coup, aux cultures populaires. Même si à nouveau, c'est un extrait d'une page, et on reviendra sûrement un jour sur le livre en entier, mais je pense qu'à nouveau, c'est assez clair, notamment sur Joule, qui est même un très bon exemple pour parler de ça. Donc, conclusion, je pense qu'en conclusion, il faut quand même ramener quand même la complexité sociologique qu'il y a derrière les échanges culturels avant de commencer à vouloir apporter des jugements normatifs, parce que, je pense que ça se voit quand même assez dans l'extrait, c'est pas des questions faciles du tout, et c'est quand même très compliqué de dire, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, à partir de ça, une fois qu'on a dit ça, ça reste je trouve que c'est quand même très compliqué de dire, est-ce qu'il faut interdire à cette fille de faire la reprise de Joule, est-ce qu'il faut lui reprocher, est-ce qu'il faut lui rappeler que c'est quand même des gens qui ont fait ça, que Joule, en l'occurrence, a fait cette musique avec très peu de moyens, et que elle a pu avoir toute son éducation pour faire de la musique. Et je trouve que c'est assez difficile finalement de dépasser un peu le stade des banalités, entre guillemets, du type donner plus de moyens, plus d'accès à la culture, mais moins mépriser les cultures populaires. Et au moins, je trouve que ce genre de livre et ce genre d'extrait, ça a au moins le mérite de ramener la complexité sur ce genre de questions, tout en nous faisant progresser dans la compréhension de ce qui se passe vraiment. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo essai. On va bientôt reprendre les discussions, les débats autour d'articles, des petits problèmes techniques. Mais dites-nous si pour l'instant ces formats plus courts vous plaisent. On aura toujours l'occasion d'en refaire. Voilà, au revoir, bonne soirée à tous.